Un, deux, un, deux, un, deux. Ça fonctionne? Oui, vous m'entendez? Bon matin tout le monde. Merci d'être ici en grand nombre. Juste pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement durant la présentation, ça va être, il y a quelques questions qui vont vous être posées. Vous pouvez utiliser vos cellulaires et vous connecter à ce site-là pour répondre aux questions simples, choix de réponse et on veut avoir un sondage de l'opinion des gens dans la salle sur certains éléments sur la pertinence. Alors, c'est les liens www.polev.com IPAM 2023 et quand ça sera le temps, vous allez voir les questions et les résultats du sondage vont être publiés à l'écran. Alors, merci beaucoup d'être ici, tout le monde. Je suis Luc Bouchard, directeur des services administratifs, communication et technologie de l'information à l'Institut de la pertinence des activités médicales des actes médicaux, l'IPAM. On est heureux de vous accueillir ici pour un colloque, un panel sur la pertinence dans le domaine de la santé, première ligne. Je vais introduire rapidement, tout de suite, c'est-à-dire le directeur général de l'IPAM, M. Jean-François Foisy, qui va vous expliquer brièvement l'IPAM, c'est quoi, et il va vous présenter les panélistes. Et par la suite, on commence les séries de questions que l'on va débattre avec les panélistes. Monsieur Foisy. Bon, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Bon, alors, je vais tenter en 2 minutes. 2 minutes, j'exagère pas, c'est marqué 2 minutes sur mon acétate. L'IPAM, en gros, l'Institut de la pertinence des actes médicaux, ça sert à quoi? Ça mange quoi? Ça analyse les actes médicaux des médecins spécialistes, donc les membres de la FMSQ. Ça adopte des mesures de pertinence. Ça estime aussi la valeur des économies anticipées, ce qui n'est pas toujours simple, mais qui est important. Ce qu'on ne mesure pas, il est difficile de savoir si on l'atteint. Et surtout, l'IPAM a 1,6 milliard de dollars à réinvestir, c'est-à-dire les sommes économisées en fonction de l'entente, dans des projets d'amélioration de l'accessibilité à la médecine spécialisée et améliorer aussi la pratique pour les gens qui ont à travailler en médecine spécialisée. En fait, en gros, on travaille à réduire la non-pertinence, mais on veut vraiment l'investir dans la pertinence. Nous, on pense sincèrement que la pertinence, c'est au cœur de toutes les décisions. Je continue à penser profondément que la pertinence va être le salut de nos services en santé. Bien faire, mieux faire, faire ce qu'il faut. Ce n'est pas une question de couper des services à des gens, c'est juste de faire les meilleures choses. De toute façon, personne ne va jamais manquer de travail. On a juste à espérer qu'on ait un jour moins de liste d'attente. La pertinence, c'est dans chaque acte médical qui doit être posé, dans les façons de faire, dans le comportement des acteurs, des habitudes de travail, les choix technologiques, on en parle tellement depuis le début du colloque, mais on est tellement en retard au Québec. Je voyais il y a quelques années les cliniques Mayo qui avaient investi comme 3 milliards dans leur système d'information, puis je me disais, on a un petit peu de travail à faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que je pense que plein d'acteurs gouvernementaux sont engagés à y aller. Et surtout, on fait tout ça dans l'intérêt du patient. Ne jamais oublier qu'on est là pour le patient. Tout le monde veut se réaliser, mais on est là pour le patient. Puis trop souvent, je trouve qu'on oublie très facilement le patient. Excusez le mot, on les barouette un peu partout. Puis je le vois dernièrement dans ma famille, j'ai eu des choses. Puis je trouve qu'il faut commencer à, sincèrement, pas juste le dire, mais faire les choses pour que le patient vraiment... On dit souvent au centre, là, mais ce n'est pas au centre, c'est assis à la même table pour être capable de pouvoir gérer avec eux leurs épisodes de soins. Donc, la pertinence est vraiment un levier essentiel pour améliorer et surtout pérenniser le système de santé québécois. Je vous le dis, je suis convaincu de ça, intimement convaincu. 30 ans de travail dans le réseau de la santé, des postes de direction généraux dans à peu près tout ce qui se fait comme établissement, du CLSC à l'hôpital, passant par la longue durée. On n'y échappera pas.
Il faut pérenniser le système en faisant les bonnes choses. Les objectifs de l'atelier d'aujourd'hui, c'est d'aborder sous différents angles les principaux enjeux de la pertinence en première ligne, parce que si on demandait aux gens de définir la pertinence, on aurait un paquet de définitions qui probablement auraient le même intérêt partout, probablement un tronc commun, mais plein de choses divergentes. Nos panélistes, qu'on remercie beaucoup d'être là ce matin, donc Dr. René Whitmer, qui est médecin de famille, président de Choisir avec soin Québec. Alors, on ne peut pas être plus avec des gens qui parlent de pertinence au quotidien. Merci d'être là. Dr. Luigi Lepanto, qui est médecin, spécialiste en radiologie, travaille avec nous, l'IPAM travaille avec le ministère. Merci d'être là, Dr. Lepanto. Dr. Guylaine Thériault, qui est médecin de famille, directrice du volet rôle du médecin à l'Université McGill, qui travaille en Outaouais, si ma mémoire est bonne, ma mémoire c'est ça. Et, pas docteur, mais on sera un jour, Nathalie El Aouli, que je n'ai pas abîmé votre nom, étudiante au doctorat en médecine à l'Université de Montréal. Bienvenue. Vous comprendrez que c'est important d'avoir des gens de tout le spectre. Puis on va en parler plus tard, ça part du cursus à l'université. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur Foisy, l'introduction. Merci, panélistes, d'être avec nous. Alors, on débute. Je vais mettre les quatre enjeux de pertinence qu'on a choisi de discuter avec les panélistes ce matin. Les actes réalisés en première ligne. La pertinence, ce n'est pas juste pour les médecins spécialistes. L'IPAM a été créé, comme ça a été mentionné, en premier lieu pour les médecins spécialistes, mais on pense que ça s'applique aussi dans toutes les activités réalisées en première ligne. Alors, d'où le panel de ce matin. Les examens d'imagerie et les tests de laboratoire. La prescription médicale. Est-ce que c'est pertinent de toujours prescrire? Vous avez vu des articles dernièrement dans les journaux sur le pourcentage de non-pertinence de prescription. Ça reste à creuser. Les trajectoires de soins et les références à des consultants. Dr. Thériault, vous référez souvent, est-ce que c'est toujours pertinent? Est-ce qu'on réfère à la bonne personne, etc., etc.? Et la formation médicale et la mobilisation des étudiants. Est-ce qu'on est en train de sensibiliser? Est-ce qu'on sensibilise nos étudiants dans leur formation à la pertinence? Ce sont les 4 questions. Le format, comment ça va fonctionner. La question 1, est-il important d'améliorer la pertinence des actes et conduites en première ligne? Vous pouvez voter, vous avez le choix là, avec l'application. On vous demande votre opinion. Est-ce que c'est important d'améliorer la pertinence des actes et conduites en première ligne? Jusqu'à présent, l'IPAM a travaillé sur la spécialité. Maintenant, on pense que la première ligne pourrait bénéficier aussi d'une réflexion de pertinence. Alors, vous devriez voir apparaître, c'est votre opinion qu'on demande, vous devriez voir apparaître à l'écran bientôt les résultats. C'est très important, assez peu ou pas. La première question, on la pose au Dr. Whitmer. Oui, très important, 90, 11 15 assez important. C'est 0, peu important, pas important. On est très content de ce résultat-là. Je pense que ça reflète bien la pertinence de parler de la pertinence en première ligne. Merci pour vos votes, on apprécie beaucoup. Alors, si on revient à la première question, on la dédie à Dr. Whitmer. Il va avoir 3 minutes pour nous donner son opinion. Discussion avec les autres membres du panel. Alors, c'est les actes en première ligne. Vous voyez les questions que l'on a posées au Dr. Whitmer. C'est les questions qu'on lui a envoyées. Et je vous laisse la parole. Bien, formidable, mais merci de l'invitation d'être là aujourd'hui. Et je suis vraiment content de voir que la grande majorité des gens ici s'entendent pour dire que c'est une priorité d'améliorer la pertinence de ce qui se fait en première ligne. En fait, on le sait que c'est environ 30 des tests, des traitements et des procédures qui sont réalisés au Canada. Ça, c'est des données qui nous viennent de l'Institut canadien d'information en santé, qui sont inutiles. Des soins inutiles, par définition, ça ne peut pas aider des patients. La seule chose qui peut arriver quand on prodigue un soin, un test ou un traitement, une procédure inutile, c'est des complications, c'est des effets secondaires, c'est des coûts inutiles, c'est de l'embourbement des listes d'attente et qui diminue l'accessibilité aux services. Donc, on voit qu'il peut y avoir que des choses négatives d'un point de vue qualité patient.
On parlait de coûts, on parlait de comment est-ce qu'on peut économiser des sommes et surtout les réinvestir et les utiliser au bon endroit parce que je pense qu'on est convaincu aujourd'hui que la pertinence, c'est vraiment dans l'idée que on peut faire mieux avec ce qu'on a comme ressources. Les ressources ne sont pas infinies. Notre objectif, ce n'est pas de dire que le système va nous coûter le moins cher possible. L'objectif, c'est de dire est-ce qu'on va utiliser les sommes qu'on a le plus judicieusement possible et mieux investir chaque dollar qu'on a. Et ça, c'est un objectif qu'on peut tous se rallier et les patients à les rallier autour de cette question-là également. Comment est-ce qu'on mesure maintenant la pertinence des actes en première ligne et des conduites qui sont faites en première ligne? C'est une question difficile parce que les actes sont très généraux en première ligne. Mais on peut regarder des choses très, très simples comme l'examen annuel. On sait que c'est une pratique de faible valeur pour la plupart des individus en bonne santé et que c'est vraiment dans une minorité de situations qu'on a besoin de voir le médecin sur une base très périodique, quand on a des conditions de santé très particulières. Donc, juste de mesurer combien de gens voient leur médecin sur une base annuelle dans la vingtaine, quand ils n'ont pas une condition qui justifie, il y a probablement une façon de mesurer ça, les actes non pertinents en première ligne, et ça en représente probablement une grande proportion. On sait que les dépenses de laboratoire qui sont faites par les médecins de famille ou les praticiens de première ligne représentent plus de 50 des dépenses de laboratoire. Donc, on représente une grande part du gâteau des dépenses juste par le volume ou le nombre de patients et le nombre de médecins qu'on représente en première ligne. Donc, certainement un grand intérêt pour s'attaquer au phénomène de la surutilisation en première ligne. On a parlé donc d'examen annuel, mais il y a toutes sortes d'autres façons de le mesurer. On peut utiliser des critères explicites. On sait qu'il y a des tests qu'on utilise qui sont très pertinents dans certains contextes, mais qui ne sont absolument pas dans d'autres. Et je peux prendre l'exemple de la radiographie du dos. Quand on n'a pas de critères d'alarme, la radiographie du dos a très peu d'utilité, voire peut nuire aux patients. Donc, on peut utiliser toutes sortes de critères explicites d'imagerie ou de tests qu'on réalise selon le contexte. Est-ce que c'est approprié ou non? Il y a toute la question des tests de dépistage également. On sait qu'on dépiste parfois bien, mais parfois on dépiste trop tôt, parfois on dépiste trop tard quand c'est plus utile, et parfois on dépiste trop fréquemment. Donc, je prends l'exemple du Pap test, s'il est fait annuellement, alors qu'on sait qu'on ne devrait pas le faire annuellement, mais c'est toutes des choses qui, en bout du compte, c'est des soins non utiles, c'est de la surutilisation. Comment est-ce qu'on l'améliore maintenant pour répondre au dernier volet de la question? Je pense qu'il faut revenir à comprendre pourquoi est-ce que les gens font des soins non pertinents. Je pense qu'il n'y a aucun médecin qui se lève le matin et qui se dit « je vais faire des soins non pertinents par exprès, ça va être utile ». On peut tous s'entendre là-dessus, je crois. Mais on a des habitudes, on est des créatures d'habitude, les médecins, on a été formés d'une certaine façon et on continue des fois à reproduire ce qu'on a vu, ce qu'on a appris en stage. Donc, c'est très difficile de changer les habitudes de praticiens. Il y a toute la question de la gestion de l'incertitude qu'on a, mais que nos patients peuvent avoir aussi, qu'on doit partager ensemble cette gestion de l'incertitude-là. Il y a toute la question du tant qu'à y être, juste au cas. On est des gens inquiets, on ne veut pas manquer un diagnostic, on veut faire bien notre travail. Et ça, parfois, tant qu'à envoyer quelqu'un pour une prise de sang, tant qu'à envoyer quelqu'un à l'hôpital, on peut cocher parfois des tests qui sont inutiles. Donc, ce réflexe-là de dire, je vais en faire un petit peu plus dans le doute, peut-être que ça peut nuire aux patients dans certains contextes plus qu'autrement. On sait aussi que les gens ont peur des litiges médico-légaux et donc les gens ont peur et pensent que de faire plus de tests, ça va les protéger. Donc, ce que je nomme là, tous ces facteurs-là, on peut retenir qu'il y a un besoin de formation. On a besoin de faire ça au niveau de la formation continue. On a besoin de former nos étudiants en médecine pour intégrer la pertinence dès le début et surtout évaluer ce qu'on fait et mesurer l'impact de nos interventions. Merci, Dr. Whitmer. Est-ce qu'on peut remettre les questions, s'il vous plaît, la page, celle-là? OK. Ce sont les questions qui avaient été posées au Dr. Whitmer. Maintenant, je vais demander, il reste la dernière question, le rôle des médecins et des autres professionnels dans l'atteinte des objectifs de pertinence des actes et conduites en santé. Peut-être que nos panélistes voudraient réagir, là, parce que, oui, le médecin, c'est un acteur ultra important, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent participer à la pertinence, surtout en première ligne? Oui, absolument. Je pense qu'on a des anecdotes où parfois des médecins de première ligne demandent des examens qui sont inappropriés. Par inapproprié, ça n'ajoute pas de valeur. On parle beaucoup de valeur, puis je vais revenir tantôt quand j'aborderai mes questions. Mais il y a aussi des radiologues qui proposent des suivis ou des contrôles qui ne sont pas indiqués. Il y a aussi des spécialistes qui demandent des tests qui ne sont pas... Alors,
Je pense que l'objectif serait d'avoir une base de communication, une base de connaissances qui est commune, que tout le monde suit ou adhère aux meilleures pratiques. Et je pense que ça, c'est une partie du problème, effectivement, parce que même si le médecin de première ligne veut bien faire, bien, on lui propose de faire d'autres choses. Et je pense que c'est une partie de la problématique. Mais les solutions ont été mentionnées, c'est la formation. Il y a d'autres solutions aussi dont je vais aborder tantôt dans ma section. Dr. Thériault? Moi, je dirais que les médecins omnipraticiens ou spécialistes, c'est une part de la problématique, mais il faut toucher tous les professionnels de la santé. Donc, les infirmières, les IPS, les physiothérapeutes, et j'en oublie, là, doivent aussi pouvoir avoir accès à cette information-là pour proposer des soins qui sont pertinents là, aux patients. Puis on parlait en deuxième ligne, l'importance en fait d'avoir une collaboration, d'avoir un discours qui est cohérent en fait, parce qu'on se rend compte qu'il peut y avoir rapidement une escalade de soins. Hein. Les médecins de famille vont voir ce qui se fait en spécialité, vont dire je dois me modeler sur cette pratique-là. Quelqu'un qui a un champ de pratique très spécialisé doit me dire que c'est une bonne chose. Donc, en fait, rapidement, on peut assister à une escalade si on n'a pas un discours qui rejoint tout le monde, tous les praticiens de première ligne et les deuxième et troisième lignes également. Question qui tue. Le GAP, est-ce que c'est un outil qui pourrait être utile pour améliorer la pertinence en redirigeant les personnes vers le bon professionnel selon ce qu'on entend? Je pose une question. Mais je pense que le potentiel, si je peux ouvrir pour cette question-là, je pense qu'il y a un potentiel très, très, très intéressant avec cette idée qu'on peut standardiser certaines conduites et limiter des tests inutiles pour des gens qui viennent pour des bilans périodiques, etc. Donc, il y a un potentiel très, très intéressant aussi de réduire l'intervention médicale en redirigeant l'appel vers le professionnel approprié. Je prends l'exemple d'un mal de dos, d'orienter quelqu'un vers un physiothérapeute, par exemple, pourrait être une conduite très appropriée. Le risque, quand on veut standardiser les conduites, c'est que nos patients ne rentrent pas toujours dans des boîtes qu'on peut cocher. Et des fois, les patients se présentent chez leur médecin pour une inquiétude, et la réponse, ce n'est pas toujours un examen. Et des fois, ça prend un peu. Il faut être capable d'individualiser notre approche, donc de vouloir standardiser avec les gaps. C'est un risque que j'y vois des fois de vouloir trop rentrer les gens dans des boîtes et offrir des conduites standardisées. OK, merci. On va passer à la deuxième question. Est-ce qu'on peut projeter la question? Oui, merci. Vous avez le droit de voter. C'est à votre tour de donner votre opinion sur la pertinence. Jusqu'à quel point peut-on améliorer la pertinence des examens et tests demandés en première ligne? Wow, c'est un petit peu plus partagé pour cette question-là. 60-40, à peu près, environ au moyen 60-40. Ouais. Jusqu'à quel point peut-on améliorer la pertinence des examens et tests demandés en première ligne? On voit que c'est plus faiblement 2 %. On voit que c'est plus partagé que c'est moins affirmatif que dans la première question. OK. Alors, la deuxième question, elle s'adresse à Dr. Lepanto. On lui a posé la question là, en préparation. Les tests de laboratoire et les examens d'imagerie en première ligne. Ce sont les questions qu'on a posées au Dr. Lepanto. Alors, la parole est à vous. Alors, on voit que le défi est beaucoup plus grand quand on se concentre sur les tests, par exemple, et certaines activités. Un élément qui n'a pas été mentionné tantôt, que je vais ajouter tout de suite maintenant, c'est les patients. Effectivement, il y a une interaction, René l'a mentionné, mais c'est très difficile pour un médecin de ne rien faire, de ne rien proposer. Et face à un patient qui est en situation de détresse ou de besoin, c'est encore plus difficile. Alors, je peux répéter, 30 % des examens qui sont demandés sont probablement inutiles ou inappropriés. Moi, je m'intéresse au pourquoi. Pourquoi c'est inapproprié? Bien, c'est inapproprié parce que ça n'apporte aucune valeur. Ça ne vous aide pas dans votre prise de décision, ça ne change rien au traitement du patient, ça ne change rien au cours de la maladie. Alors, je pense qu'effectivement, le problème existe. Comment évaluer cette pertinence? Bien, c'est en posant ces questions-là et en ayant un échange honnête avec le patient. Et là aussi, il y a un effort à faire d'éducation et de transfert de connaissances avec les patients partenaires et les citoyens pour qu'ils comprennent. Comment améliorer la pertinence? Je pense qu'à la base, c'est la formation et c'est la mise en commun des connaissances de tous les niveaux.
Il y a aussi des outils technologiques qui peuvent aider. Je participe avec le ministère à un grand projet de déploiement d'un prescripteur électronique. Quand on parle de prescripteur électronique, on peut adjoindre à ça un engin de pertinence. Donc, quand le médecin prescrit un examen, bien, il y a une application qui va analyser cette demande et, en tenant compte du contexte du patient, et ainsi de suite, va soit accepter la demande, proposer un changement ou, dans certains cas, carrément la refuser et donner les raisons pour lesquelles. Maintenant, c'est un outil qui est utilisé un peu partout dans le monde. C'est sûr qu'il y a des avantages et des désavantages. Ce qu'on veut, c'est changer la pratique et pas mettre un blocage ou d'influencer de haut en bas la pratique des médecins. Alors, il faut que ça soit utilisé de façon avec discernement. Il faut que ça amène le médecin à se questionner et à adopter les meilleures pratiques. Comment favoriser le respect de ces principes entre les différents professionnels? Bien, je l'ai mentionné tantôt, il faut que les spécialistes, parce que les spécialistes et même les radiologues sont à l'origine de tests non pertinents, il faut qu'il y ait une mise à jour. Vous devez insister auprès de vos radiologues. Par exemple, s'ils rapportent, moi je fais encore de la radiologie, mais en communauté, longtemps j'ai fait une carrière en milieu universitaire où c'était hyper spécialisé, et là je vois un peu plus les demandes, les kystes ovariens, les nodules thyroïdiens. Il y a des guides de pratique, il y a des guides pour rapporter ces examens-là qui sont très spécifiques et qui donnent la conduite. Insistez auprès de vos radiologues qui vous rapportent selon ces guides-là. Et je vais ouvrir une petite porte ici aussi. Là, maintenant, on parle des demandes d'examen qui sont faites par les omnis ou les spécialistes, mais c'est déjà possible pour des physios, pour d'autres spécialistes, d'autres professions d'en demander. Et c'est le même argument. Alors, la technologie peut aider, mais elle doit être introduite, déployée de façon à vraiment modifier les comportements. Et ça se fait en adressant le pourquoi des tests inappropriés que tu as mentionnés, la gestion de l'incertitude, la relation médecin-patient, le manque de formation et le manque d'harmonisation entre les différents professionnels. Merci. Est-ce que vous voulez réagir aux commentaires de Dr. Lepanto? Peut-être une chose que j'étais pour dire de toute façon, c'est bien de vouloir informer les patients, mais je pense que c'est bien que les patients puissent nous informer aussi sur leur situation de vie, leurs valeurs, leurs préférences. Ça, je pense qu'on ne fait pas assez ça. Puis si on mettait vraiment le patient dans la discussion puis qu'on s'intéressait vraiment à savoir comment ça va changer sa vie à lui, il y a bien des choses qu'on ne ferait probablement pas. On parlait de système, on parlait aussi de c'est quoi le rôle des autres acteurs. Puis je parlerais de l'acteur plus systémique dans tout ça, parce qu'on parle de conduite individuelle. Ça reste qu'on pratique à l'intérieur d'un système, des fois où il y a des contraintes, il y a parfois des pressions externes aussi pour réaliser des examens. Donc, je pense à certains régimes d'assurance qui vont insister pour de l'imagerie. La CNESST, il y a des situations où on sent on a une pression externe de réaliser des examens qu'on sait qui sont de faible valeur parce qu'on n'a pas le choix. Et parfois, un examen non pertinent peut être offert ou fait en réponse au sentiment d'impuissance qu'on ressent. Moi, je le ressens souvent comme médecin en première ligne. La portée de ce qu'on peut avoir sur certaines conditions de santé, des fois, est limitée. Il faut le reconnaître. Et quand on n'a pas les bons outils, qu'on ne peut pas, par exemple, référer en physiothérapie parce qu'il y a un manque d'accès pour quelqu'un qui a mal au dos, bien, des fois, c'est comme la façon d'offrir quelque chose au patient, de se dire, je ne peux rien faire de pertinent, mais je vais offrir quelque chose d'inutile. Et je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais d'améliorer l'accès à des soins en santé mentale, par exemple. Est-ce que ça pourrait freiner la prescription de médicaments psychotropes pour des troubles de santé mentale qui sont plus mineurs? Donc, il y a tout un système, en fait, qui pourrait influencer comment on prescrit si on avait accès aux traitements reconnus et de haute valeur en temps opportun. OK. 2 questions qui me viennent en tête pour vous, Nathalie. Comme étudiante en médecine, les premières années de pratique, pensez-vous que vous allez avoir une tendance à prescrire plus pour vous sécuriser par rapport à votre diagnostic, etc., et que ça génère un peu de la non-pertinence, puis pas volontaire, là, mais vraiment pour vous sécuriser en tant que jeune médecin? Mais je pense que, bien sûr, c'est une problématique qui est présente parce que,
oui, nous, les jeunes médecins, on n'a pas nécessairement l'expérience de savoir exactement si ce patient-là, OK, ça m'oriente plus vers cette condition ou ce test, par exemple, ne serait pas pertinent. Donc oui, on pourrait vraiment avoir tendance à plus prescrire. Puis beaucoup, chez les étudiants même, on voit beaucoup cette pensée, « Ah, mais t'as pas peur de manquer un diagnostic, de passer à côté de quelque chose? » Donc moi, je l'ai entendu quand même souvent de la part d'étudiants quand je leur expliquais un peu c'est quoi choisir avec soin. Puis je pense que c'est ça, comme on veut un peu faire ses preuves, on veut s'assurer de rien manquer, on a ce stress en soi de passer à côté de quelque chose pour notre patient, puis je pense que définitivement, ça peut nous amener à plus prescrire. Fait que je pense que c'est vraiment important de l'intégrer dans notre formation dès le début, de connaître cette problématique, puis de savoir que, dans le fond, c'est les données probantes qui nous disent ça. C'est pas une question de sécuriser ou non. On le sait grâce à des études qui ont été faites que, par exemple, quand on voit telle chose chez un patient, bien, c'est pas nécessairement pertinent d'aller faire cette investigation de plus. Fait que peut-être si on peut essayer de se sécuriser en regardant les bonnes pratiques et les recommandations, plutôt que d'avoir le réflexe de prescrire davantage pour se rassurer. OK. Puis je dis jeunes médecins, mais ça s'applique aussi aux jeunes IPS qui ont le droit de prescrire maintenant aussi. Alors, tu sais, la prescription vient de plusieurs professions. C'est pour ça que je disais en première ligne et non pas nécessairement la prescription médicale. OK? Alors, c'est important. L'autre question que j'ai, c'est de se faire dire, comme Dr. Lepanto a dit, par une machine, que c'est inapproprié, cette prescription-là. On parlait de gestion du changement dans la conférence d'ouverture. Comment un médecin d'expérience qui se fait dire par un système AI, d'intelligence artificielle, « Oh, c'est pas pertinent de prescrire ça. » C'est quoi la réaction par rapport à ça? Est-ce que ça peut aider à améliorer la pertinence de se faire dire ça ou on va mettre le piton « Oh, je veux pas le savoir ». Non, mais tout à fait. Je pense qu'effectivement, changer nos pratiques, c'est difficile, c'est certain. Mais moi, je pense qu'il faut apprendre à faire ça dès le début. Il faut apprendre à se poser des questions. Je suis en train de tout dire ce que j'étais pour vous dire tantôt. Ah, bien, on va le répéter. Mais il faut parce que apprendre, je vais avoir d'autres questions de toute façon. Il faut apprendre à développer sa pensée critique. Puis moi, en tout cas, sincèrement, j'en apprends encore. Si je continue à enseigner, c'est parce que j'apprends encore des choses. Puis je me dis, « Wow, je ne savais pas cette affaire-là. » Et ça change ma pratique. Il faut trouver le bonheur dans le fait d'apprendre des nouvelles choses, je pense. OK. Ouais. Ça nous montre aussi comment le phénomène de la surutilisation, je pense que nos discussions à date montrent comment c'est un phénomène qui est complexe, qui est multi-étagé. Et je pense qu'il n'y a pas une solution unique à ça. Et je pense que ça fait partie de la solution. Je pense qu'il faut le voir comme un outil complémentaire à de la formation continue qu'on veut déployer, les plus hautes normes de formation continue, pour pas toujours dire aux médecins d'en faire plus, mais aussi leur montrer que des fois, c'est mieux d'en faire moins dans la formation médicale également. Donc, je le vois comme dans un système d'engrenage, ça a sa place, certainement. C'est une culture qu'il faut développer, qu'il faut mettre en place pour que tout le monde ne soit pas gêné de se poser ce genre de questions-là. Absolument. C'est effectivement ça, OK. mais un changement de culture, Un changement de c'est pas culture, facile. de paradigme et de culture. Troisième question, le temps file, mais on est en plein dans le temps. Merci d'être concis dans vos réponses. Troisième question. Le vote est ouvert. À quel point, Dr. Thériault, cette question-là, c'est pour vous, à quel point peut-on améliorer la pertinence des trajectoires de soins en première ligne? Encore une fois, on le dit, les trajectoires de soins, on s'en va vers un système ouvert où plusieurs intervenants, plusieurs professionnels vont être impliqués. La santé, ce n'est pas juste l'affaire des médecins, c'est l'affaire des professionnels de santé. Puis on le voit avec le projet de loi qui s'en vient, etc., etc., les nouvelles tables qui sont mises en place. La question qu'on a posée à Dr. Thériault, est-ce qu'on est capable d'améliorer la... non, c'est pas grave. La question était, peut-on améliorer la pertinence des trajectoires de soins en première ligne? Je ne sais pas si on va avoir le résultat de ce vote-là, de cette question-là. Voilà. Oh, wow! Voilà, OK. La technologie, ça fonctionne. 100%, on peut améliorer la trajectoire de soins en première ligne. Dr. Thériault, la parole est à vous. On va remettre les sous-questions qui vous avaient été posées à l'écran. C'est bon. OK. Bien, je suis bien d'accord avec vous tous. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer. Je pense qu'il y a plein de bonnes choses qui se font déjà dans les trajectoires de soins, mais je pense que des fois, il faut s'arrêter et se poser des questions. Dans nos trajectoires de soins, est-ce que c'est des choses qui sont basées sur des données? C'est sûr qu'il n'y a pas 100% des choses qui peuvent être basées sur des données, c'est clair. Mais est-ce que s'il y en a, on respecte ces données-là? Ça, c'est vraiment pas toujours clair.
Il y a bien des années, quand j'avais un rôle de gestion, on avait un problème avec les échos mammaires, puis il y avait bien des gens qui n'avaient pas d'indication d'aller en écho mammaire, qui étaient dans les échos mammaires. C'était la trajectoire, il fallait changer la trajectoire. Fait que remettre les données probantes, mais pas juste les données probantes, remettre les données sur les issues qui sont importantes pour nos patients. Changer une hémoglobine glyquée, il n'y a jamais personne pour moi, j'ai jamais eu un patient qui a sauté de joie. L'empêcher d'aller en dialyse, l'empêcher d'être amputé, ça, c'est des choses qui sont importantes pour nos patients. Mais surtout, quand je pensais à ça, quand je pensais à la question, je voyais la trajectoire comme une route, hein, comme un chemin pour un patient. Puis je me disais, il doit y avoir des nœuds où on s'arrête, puis on a la capacité et le respect pour le patient de bien l'informer des bénéfices et des préjudices de ce qui s'en vient. Parce que si on informe bien nos patients, il y a des patients qui vont décider que la route s'arrête là. Mais si on fait juste dire non, c'est la prochaine étape, certains, beaucoup de nos patients, en fait, se sentent obligés de continuer. Et ça fait partie aussi qu'il ne faut pas entrer dans une trajectoire de soins en médicalisant quelque chose. Puis si je fais un petit peu de lien avec la question que vous avez faite sur les gaps, je ne sais pas comment ça va s'organiser dans les gaps pour ce qui est des dépistages. Mais les dépistages, il faut comprendre qu'on prend quelqu'un qui n'est pas malade, qui n'a pas de symptômes. Il ne faudrait surtout pas médicaliser ça. Si on pense, par exemple, à dépister des hommes pour l'ostéoporose, là, bien, quand on sait qu'il n'y a pas de données dans la littérature qui démontrent que ça donne un bénéfice, je ne vois pas pourquoi on pourrait décider quelque chose comme une décision comme celle-là. Si on pense au fameux cholestérol, puis qu'on n'a pas, on remet alors tous les cholestérols aux médecins de famille, au lieu de dire, bien, on va avoir une discussion, des informations pertinentes sur les bénéfices et préjudices de peut-être prendre une médication, vous verrez qu'il y a beaucoup de patients qui vont vous dire, bien, OK, moi, ma route, mon chemin de cette trajectoire-là s'arrête là. Je pense qu'il faut avoir du respect pour nos patients, puis je pense que les patients sont prêts à avoir ce genre de discussion-là. En tout cas, moi, je le vis tous les jours en clinique. J'imagine que vous aussi. Mais il y a de la résistance. Il y a de la résistance à plusieurs niveaux. Moi, je ne la vois pas tellement, la résistance au niveau des patients. Je pense que quand on est ouvert et transparent, les résistances tombent beaucoup. Mais les discussions ne doivent pas être comme je vais vous convaincre ou je vais vous informer ou vous éduquer. Les discussions doivent être je vais parler avec vous puis avoir une discussion honnête et transparente. Mais la résistance, on la voit dans les milieux cliniques. C'est difficile de changer les pratiques. Je le comprends que c'est difficile. On la voit aussi dans les milieux d'enseignement. C'est difficile de changer ce qu'on enseigne. Croyez-moi, j'essaye depuis plusieurs années. C'est pas facile de changer ça. On dirait qu'on a peur d'oublier quelque chose qu'on va dire à nos étudiants. Ils sont capables de continuer leur apprentissage par la suite. L'esprit critique. Moi, je pense que c'est la seule chose qui va pouvoir vraiment nous aider. C'est si on apprend à utiliser cet esprit critique-là, c'est ce qui aide à changer nos habitudes. Parce que si on n'a pas d'esprit critique, c'est difficile de changer nos habitudes. Et si on a cet esprit critique-là, puis on dit « Ah, voici un petit message qui m'apparaît. Ah, intéressant. » C'est pas nécessairement facile, ça ne l'est pas. Mais plus facile de dire « Ah, mais je vais changer ma pratique. » En tout cas, moi, c'est ma perception pour le nombre d'années que je fais de la clinique. Ça semble vraiment, malheureusement, encore trop difficile de donner la place au patient, la place qui a vraiment lieu d'avoir. Pour terminer, moi, je dirais juste que, en relation avec les spécialistes, souvent, on a l'impression que quand on demande une demande de consultation, on sent comme ce besoin de faire quelque chose par le consultant, quand en fait, nous, ce qu'on veut, c'est être certain qu'on n'a pas oublié une porte ou une option, être certain que ce qu'on fait demeure pertinent et justifié. Fait que des fois, on va sentir ça de la part des spécialistes, de dire, bien, si on m'a demandé quelque chose, il faudrait bien que j'ajoute quelque chose ou je fasse quelque chose, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Puis je pense que la discussion entre les omnipraticiens et les spécialistes doit changer là, en ce sens-là. Merci. On va continuer sur ce thème-là, cette question-là. Si on peut ramener la page qui pose des questions. Oui, je vais poser une question. Comme patient, est-ce que j'ai le droit de demander à mon intervenant devant moi, est-ce que c'est pertinent
que vous m'envoyez là, ce que vous me demandez, etc. Moi, je suis un patient, là, puis on parlait mettons, pour l'ostéoporose chez les hommes, etc. On me l'a proposé. Est-ce que c'est pertinent que je fasse ça? C'est quoi parce que la population est de plus en plus éduquée, connaît, on en a parlé, etc. Alors, comment un professionnel réagit quand il se fait demander par un patient, un laïc, est-ce que c'est pertinent? Bien, moi, je rêve du jour où ça va m'arriver. Ça m'arrive. Il y Ouais. a des patients même qui m'amènent des études des fois. Je trouve ça extraordinaire. Moi, si je continue à enseigner aux résidents, c'est parce que j'apprends des choses. Puis je leur dis toujours, moi, j'ai gagné la journée où vous allez dire, mais docteur Thériault, c'est quoi les données en arrière de ça? Puis là, on va se mettre à réfléchir ensemble. Fait que moi, j'adore les patients qui... Parce que c'est pas une remise en question. On ne peut pas, en médecine de famille, là, on a tellement large. Là. Ouais. On ne peut pas tout savoir, là, les dernières choses. Puis là, ça nous fait réfléchir. Puis il n'y a pas nécessairement une urgence à donner la réponse le jour même. Là. Fait que- Puis pour une résidente, poser une question au patron, est-ce que c'est pertinent qu'on fasse ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Mais c'est sûr que ça peut être intimidant, puis ça, je voulais en parler. Apparemment, ça dépend beaucoup des milieux. De ce que j'ai entendu, moi, je n'ai pas encore été en stage, mais de ce que j'ai entendu d'une étudiante qui a été impliquée avec Choisir avec soin, puis qui maintenant elle est résidente, elle dit que dans certains milieux, dans certains hôpitaux, c'est très accepté. Des fois, c'est même les patrons qui vont amener la discussion. Mais dans d'autres spécialités, dans d'autres hôpitaux, c'est plus dur d'amener la question. Puis des fois, on peut poser au patron la question, est-ce que c'est vraiment pertinent? Puis ils vont répondre, oui, mais on le fait quand même. Oui, mais on fait comme ça depuis toujours. Puis rendu là, c'est dur pour les étudiants d'argumenter. On a plus tendance à accepter cette pratique puis à laisser aller. Fait que je pense, comme on le disait, c'est vraiment un changement de culture. Il faut sensibiliser, il faut qu'on en parle partout pour que pour nous, les étudiants, ce soit facile d'aborder la discussion, peu importe le stage, peu importe la spécialité, puis que ce soit un mouvement comme généralisé partout, pour pas que nous, on aille vers ces manières de penser-là, puis que dès le début, on adopte un esprit plus critique, puis qu'on se questionne. OK. Dr. Whitmer. On parlait tantôt, Dr. Thériault parlait de la trajectoire comme une route avec des nœuds auxquels il faut s'arrêter, se poser des questions. Et je pense que le premier nœud, ou en tout cas le premier checkpoint, si je peux dire, c'est le patient qui nous pose une question, sa famille. Puis ça, c'est vrai pour la pertinence d'un test, mais c'est aussi vrai, moi, quand je vois des patients pour des renouvellements qui me disent « Je trouve que j'en prends beaucoup de médicaments. » Quelle question formidable ou quel commentaire formidable pour me dire on va en faire une priorité, on va réviser votre médication ensemble aujourd'hui pour voir est-ce que vous avez encore besoin de tous ces médicaments-là. Donc, c'est un excellent nudge pour le clinicien d'avoir le patient. Ça nous montre que c'est une priorité pour le patient. Donc, ça nous amène tout de suite à se centrer sur cette question-là. Choisir avec soin a développé 4 questions qu'on peut mettre dans n'importe quel contexte pour les patients. C'est est-ce que j'en ai vraiment besoin de ce test, ce traitement, cette procédure? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce que c'est quoi les bénéfices potentiels escomptés? Et qu'est-ce qui arrive si je fais rien? Et ces questions-là peuvent être adaptées à peu près n'importe quel contexte, que ce soit une prescription d'antibiotiques, que ce soit un nouveau test qu'on propose ou qu'on les réfère pour une chirurgie. Ça peut vraiment susciter la discussion sur qu'est-ce que le patient va en retirer. Dr. Thériault, vous voulez réagir? J'adore ces 4 questions-là pour le patient, mais moi, je dis souvent à mes étudiants ou même des fois à des collègues, il faudrait se poser ces questions-là aussi, nous autres, avant de faire une action. Que je n'ai vraiment besoin de ce test-là? C'est quoi les avantages et désavantages? C'est quoi les alternatives? Puis qu'est-ce qui arrive si j'attends un peu? J'ai une question au Dr. Lepanto. Comme spécialiste, est-ce que ça peut arriver qu'un spécialiste remette en question la prescription, qu'il soit d'un généraliste, pour dire pourquoi tu me demandes ça? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça arrive? On se le dit souvent, mais est-ce que c'est communiqué? Je pense que c'est ça une partie de la problématique. Oui. Puis je pense que le travail en équipe, les soins intégratifs, c'est ça qu'il faut viser. Là, on est un peu dans des silos. La première ligne fait ses demandes, ça va dans un autre silo. C'est traité, puis ça revient. Je pense que, comme j'ai dit au début, c'est la communication qui doit primer. C'est vraiment la chaîne de haut en bas ou de façon horizontale. Tout le monde doit mettre OK. La dernière question, il nous reste encore du temps. Alors, la dernière question, est-ce qu'on la met? Oui. La formation des médecins, laisse-t-elle assez de place aux notions de pertinence? Et on peut l'élargir là, pour les gens dans la salle, la formation professionnelle de la santé.
laisse-t-elle assez de place aux notions de pertinence? Parce qu'on avait la chance d'avoir une étudiante en médecine ce matin, mais on pourrait élargir aux IPS, à la profession des physiothérapeutes, peu importe, OK? Alors, est-ce qu'on dit, bon, ça semble insuffisamment, pas du tout? Les résultats sont probants. Alors, je pense que les gens dans la salle, vous êtes d'accord qu'actuellement, on est peut-être au balbutiement de la pensée de la pertinence et de l'inclure dans le cursus, dans le curriculum de formation, etc. Alors, on voit le résultat du vote. Maintenant, on a posé la question à Nathalie, est-ce que, comme étudiante, puis il faut juste que vous sachiez qu'elle est activement impliquée à l'Université de Montréal avec les étudiants de médecine dans le Choisir avec soin Québec, avec Dr. Whitmer. Donc, il y a une préoccupation et ça déborde à l'Université de Sherbrooke, ça déborde dans toutes les facultés de médecine. Là, maintenant, le Choisir avec soin et cette préoccupation-là. Alors, on lui a posé la question, est-ce que la formation des médecins laisse assez de place aux notions de pertinence? Alors, je peux parler avec l'humble expérience que j'ai de ma première année à l'UDM, puis de mon implication avec Choisir avec soin. Donc, je dirais que oui, il y a une certaine place qui est faite à ces concepts dans notre formation de plus en plus, mais je pense qu'il pourrait y en avoir davantage, puis qu'il reste du travail à faire. Les étudiants qui ont été impliqués avec Choisir avec soin avant moi ont déjà fait inclure dans certains cours des fois des notions de pertinence ou des références directes à des recommandations de Choisir avec soin. Puis on a aussi la chance d'avoir Dr. Whitmer en personne comme responsable de notre cours de pneumologie en deuxième année. Moi, je n'ai pas encore eu ce cours, mais je suis pas mal sûre que la pertinence s'y est fait une bonne place. Sinon, on a aussi des profs qui, des fois, spontanément, sans être impliqués avec Choisir avec soin, vont aborder des concepts de choix judicieux. Je pense par exemple à une prof qui va spontanément insister sur le fait qu'il faut éviter les opioïdes dans le traitement des migraines. Moi, vu que je suis impliquée dans la cause, c'est rendu que j'ai comme un radar pour quand les profs parlent de ça, puis ça capte tout de suite mon attention, puis je m'en souviens. Par contre, je me dis que peut-être pour d'autres étudiants, c'est une notion comme une autre, puis ils ne vont pas spécialement la retenir. Donc, je pense qu'on gagnerait à mettre ces concepts-là en évidence, puis à les rassembler sous un même couvert, une même étiquette. Par exemple, nous, on essaie d'aller voir les profs puis de leur dire « Est-ce que vous pouvez, sur votre diapositive de PowerPoint, ajouter le logo de Choisir avec soin, puis suivre ça d'une autre diapositive qui explique un peu c'est quoi l'enjeu, c'est quoi la mission, c'est quoi les ressources qu'on peut trouver sur le site web pour les étudiants et pour les médecins. » Fait que je pense que si on met ça un peu partout à travers le parcours, les étudiants vont peut-être plus voir ça comme une compétence longitudinale à acquérir à force de le voir dans tous les cours, dans toutes les spécialités. Sinon, j'ai essayé de discuter un peu avec les étudiants impliqués dans les autres facultés, puis ils m'ont dit qu'eux aussi, ça venait tranquillement dans certains cours, souvent dans les cours donnés par les médecins qui sont impliqués avec Choisir avec soin. Puis sinon aussi, à l'UDM et ailleurs, dans les cours d'introduction à l'externat, donc au stage, il y a des notions de pertinence qui sont abordées, puis des fois, on explique comment on peut aborder ça avec le patient, avec le patron quand on arrivera en stage. Ça, apparemment, c'est bien apprécié des externes, puis ça marque quand même leur esprit. Par contre, comme je disais un peu plus tôt, des fois, quand on arrive en stage, ce n'est pas tout à fait facile d'aborder ça avec les patrons. Puis aussi, il y a d'autres réflexes, d'autres craintes qui peuvent embarquer. Des fois, l'envie d'impressionner le patron en prescrivant un test de plus, ou juste pour vouloir être sûr, pour devancer le patron, comme « Ah, je pense qu'il va prescrire ça, je vais le prescrire », en oubliant que peut-être que ce n'est pas pertinent. Donc, je pense que c'est important de quand même garder cette optique-là, puis d'insister à l'externat de garder ces concepts actifs pour qu'on garde toujours la pertinence en tête. Puis sinon, nous aussi, les étudiants impliqués avec Choisir avec soi, on essaie de sensibiliser nos collègues, par exemple avec des conférences, des quiz, on travaille même sur un podcast présentement, puis on essaie d'insister sur le fait que la pertinence des soins, c'est l'affaire de toutes les spécialités. Donc, peu importe l'orientation que va prendre notre pratique, on ne veut pas faire subir à nos patients des interventions qui sont inutiles. Puis aussi, des fois, on essaie de convaincre les étudiants en amenant un peu l'aspect écologique de la surutilisation des ressources. Ça peut peut-être aller rejoindre les étudiants qui sont plus interpellés par la cause environnementale. Fait que je dirais que les étudiants qui nous suivent sont quand même assez conscients du problème puis des solutions. Mais par contre, ce n'est pas tous les étudiants qui sont intéressés, puis on est débordés, puis on n'a pas nécessairement le temps pour des concepts qui sont vus comme supplémentaires. Mais justement, moi, je dirais que la pertinence des soins, ce n'est pas juste un intérêt, c'est un incontournable de notre pratique future, fait que c'est vraiment important de l'inclure directement dans notre formation. Puis je pense que la clé, c'est simplement de parler du concept, de la problématique en soi, tout au long du parcours, dans les cours pratiques comme les cours théoriques, dans tous les blocs, dans tous les systèmes. Puis il faut l'intégrer dès le préclinique, dès les premiers cours, comme un jalon de notre pratique future, puis que ça fasse partie des bases qu'on acquiert dès le début, puis après, le reste des apprentissages qu'on se fait vont se faire en gardant cette optique de pertinence en tête.
Puis, je pense que c'est plus simple que de l'intégrer plus tard à des médecins déjà formés, puis d'essayer de défaire des habitudes. Fait que c'est mieux, dès le début, d'acquérir le réflexe de toujours questionner la pertinence d'un acte, d'un traitement, d'une intervention qu'on s'apprête à faire, voir si c'est vraiment utile pour notre patient. Puis après, continuer à en parler à l'externat, à la résidence, pour voir comment on peut continuer à garder ça actif. Puis je pense que ça fait partie de la formation continue, de se tenir à jour sur les données probantes, sur les meilleurs tests, les meilleurs traitements. Puis pour finir, je pense qu'une manière de aussi continuer à intéresser les étudiants à cette problématique, c'est de rappeler que choisir judicieusement les tests et les traitements pour nos patients, c'est simplement une partie de la pratique d'un bon médecin. On voit que vous êtes passionné, vous êtes vraiment convaincu et c'est rafraîchissant d'entendre quelqu'un qui est aux études de parler comme ça. Est-ce que les panélistes veulent réagir aux propos de Nathalie, de Luigi? Je veux parler de la formation. J'ai le privilège de participer avec Terwitmer au renouveau du cursus du programme de médecine à l'Université de Montréal. Et dans mon temps, quand on suivait les cours de médecine, on accumulait des connaissances. Aujourd'hui, ce n'est plus l'accumulation des connaissances, c'est la gestion des connaissances. Les connaissances, maintenant, il n'y a plus personne qui est capable de tout savoir. Et je pense que c'est là qu'entre la pensée critique dont vous parliez. Et c'est ça qu'il faut transmettre à nos étudiants. Et ça fait partie, effectivement, de se questionner sur la valeur de ce qu'on fait. Et je pense qu'il y a déjà un mouvement dans ce sens-là. Ça va prendre du temps, mais même ceux déjà en pratique doivent se dire, bien, ce n'est pas juste l'accumulation des connaissances, c'est la pensée critique et c'est la gestion des connaissances. Oui, merci. Vous voulez réagir? Moi, j'ai beaucoup aimé l'analogie du radar à pertinence qu'on veut développer. Puis pour moi, ça rejoint cette notion-là qu'on veut sensibiliser notre élève à reconnaître des situations où les soins sont de faible valeur et de reconnaître des fois quand on leur donne de l'information qui porte sur des issues non cliniques ou des issues qui ne sont pas importantes pour les patientes, comme Dr. Thériault en parlait plus tôt. Donc, la formation orientée pour créer ce radar à pertinence-là, je trouve que c'est très parlant. Puis c'est vrai que les données changent. On ne peut pas s'attendre à ce que notre élève apprenne par cœur une série de recommandations et ce n'est pas ça l'objectif. Si on forme des cliniciens capables d'être critiques envers eux-mêmes et d'être capables de réfléchir aux soins qu'ils donnent, donner des soins sensés, on va y arriver. L'utilisation des systèmes experts, oui. On ne parlera pas de ChatGPT parce qu'on pourra en débattre longtemps, mais il y a des systèmes experts maintenant qui sont assez intelligents pour être capables de guider la pratique. La beauté, c'est que nous, comme patients, on l'utilise aussi. Alors, c'est la discussion qu'on doit avoir avec les praticiens, avec les gens qui sont dans le domaine. Je pense que c'est des nouveaux défis pour tout le monde et pour nous. D'ailleurs, il y a un programme à l'IPAM, on est en train de mettre en place la formation des patients, des outils du diagnostic jusqu'à la fin du traitement pour que les gens puissent se référer à des sites web pour qu'ils soient conscientisés ou qu'ils connaissent qu'est-ce qui leur arrive, pourquoi, avec qui, comment. Alors, ça fait partie de l'impact qu'on peut avoir sur la pertinence. On parle du public, je pense que ça rejoint aussi la question des médias, parce que les patients arrivent dans nos bureaux, dans nos hôpitaux avec des attentes parce qu'ils ont lu des informations comme quoi, des fois, en faire plus, c'est mieux. Alors que des fois, c'est pas nécessairement vrai, c'est juste la façon que c'est relayé dans les médias. Et justement, on organise une formation pour les médias le 25 mai prochain pour justement s'assurer que l'information à laquelle le grand public a accès, qu'elle soit nuancée, qu'elle tienne compte de ces principes-là et d'être un peu plus critique des fois dans ce qu'on avance. OK. Docteur, avez-vous une réaction? Je dirais juste que la désinformation, c'est oui dans les médias, mais c'est aussi dans nos propres revues médicales souvent. Et juste pour faire le point, moi, je pense qu'il faut absolument mettre ensemble les gens qui sont responsables des curriculums pour avoir une bonne discussion si on veut vraiment adresser la pertinence là, au Québec. Excellent. Il nous reste du temps. Dans la salle, si vous voulez échanger avec les panélistes, on a quelques minutes si vous avez des questions. Je ne sais pas s'il y a des micros. Oui? OK. D'ailleurs, vous vous présentez puis vous posez la question. Alors, je suis Dr. Champoux, je suis médecin de famille, médecin hospitalier aussi, tout ça. Puis bon, je fais de l'enseignement. Alors, à Sherbrooke et je crois à Montérégie, on a eu le bonheur, ou en tout cas, d'autres commentaires qu'on peut donner. Ça passant, au départ, je suis totalement d'accord avec la pertinence des choses. Cependant, on a vu la venue du système d'uniformisation au Québec pour les laboratoires avec SoftLab. On est une des 2 régions, je pense, qui reçoivent ça avant les autres.
il y a une dérive qui se fait. Puis ce à quoi je vais arriver, c'est qu'il y a un processus de validation provinciale qui se fait à travers de cette façon-là. Et dans la région, à la table régionale des GMF, on a dénoncé cette problématique-là. J'ai même appelé le biosmith du CHU, à savoir que lorsque vous demandez, je m'excuse pour ceux qui sont non médecins, là, mais la vitamine B12, bien, on nous la refuse, sauf si vous avez 3 conditions. Un projet de recherche. Deuxièmement, si vous avez un symptôme neurologique inexpliqué. Et troisièmement, si vous avez une macrocytose à la formule sanguine. Autrement, c'est refusé. Alors, on oublie des gens qui, de par le protocole de l'INES pour le diabète, chez les gens qui prennent du metformin, il faut faire le test 1 fois par année. Alors, la main droite, c'est pas ce que la main gauche dit, là. Deuxièmement, les gens qui prennent des IPP, pas l'acidité, hein, ça donne souvent des déficits. Les gens qui ont un problème de malabsorption. Alors, on peut citer certaines conditions. Donc, la problématique, c'est la validation des processus qui va s'étendre à la province au complet. Il y a une dérive. Notre biochimiste à l'hôpital était coincé, et même sur le comité provincial, il n'était pas capable de changer ça. Fait qu'à la table régionale des GMF, on a dit, bien, écoutez, on va mettre une des 2 raisons qu'ils acceptent, une macrocytose ou un symptôme neurologique inexpliqué, pour bypasser ce système de problématique. On n'a donc pas validé sur le terrain des choses. Alors, faire attention à ça, c'est un commentaire. Autrement, je vous félicite de tout ce que vous faites. OK, merci pour le commentaire. Effectivement, il y a de l'appariement, de l'apprentissage qui se fait. Il y a des systèmes qui sont très restrictifs, etc. Mais je pense que c'est le rôle des professionnels qui travaillent sur la pertinence et l'appariement des critères de pertinence aussi. Je pense qu'on part d'un bout du balancier vers l'autre bout. Il faut revenir à quelque chose. Et c'est pour ça qu'on posait la question, si vous vous faites dire par un système expert, non, ce n'est pas approprié, est-ce qu'on peut bypasser? Mais si on bypasse tout le temps, là, on est en droit de se poser la question pourquoi on se fait dire ça alors qu'on dit toujours on bypasse. Oui, Dr. Lepanto, oui? Rapidement, je pense que ça, c'est des enjeux de déploiement, puis c'est les difficultés qu'on peut avoir. Dans le projet du prescripteur électronique, on a demandé à l'INES de nous faire un rapport sur les facteurs qui facilitent ou les obstacles à l'implantation. Puis l'un des éléments, c'était la cohérence. Alors ici, on voit que c'est incohérent ce que vous vivez sur le terrain. Mais je pense que ce sont des enjeux qui vont se présenter dans n'importe quel déploiement de grands projets de technologie. Il faut juste être assez agile pour répondre, puis d'ajuster les choses. OK. Je vais prendre une dernière question parce qu'il nous reste 7-8 minutes. Alors, Madame? Oui, bonjour. Mon nom est Marjorie Gingras, physiothérapeute en pratique avancée au GMF Clinique Azur sur la Rive-Sud de Montréal. Merci pour le panel. C'est de la musique à mes oreilles ce matin. C'est pas tant une question qu'une réflexion. Moi, je dis toujours qu'avoir un ou une physiothérapeute dans des équipes de première ligne. René, je suis une bonne amie de Tatiana, qui est aussi physio, qui travaille avec René. Moi, je pense qu'avoir un physio dans les équipes de première ligne, c'est choisir avec soin en neuromusculo-squelettique. Puis, j'ai tellement d'admiration pour mes collègues médecins de famille et IPS, PL, qui me nomment leur souffrance à être habile en musculo-squelettique. Fait que quand j'arrive en complément avec mon évaluation, je pense que c'est ça qui permet aussi de peut-être moins imager. Mes collègues sont bons pour éliminer les drapeaux rouges, les signaux d'alarme, mais pour concrétiser d'où vient la douleur, comment se comporte la douleur, c'est là qu'il y a la plus-value, puis qu'on peut se permettre de ne pas imager tout en étant sécuritaire. Il y a aussi, j'ai aimé le point de dire, tu sais, ce qu'on appelle en anglais le « wait and watch », qu'on ne propose pas assez à nos patients dans un principe de prise de décision partagée. Donc, une bonne évaluation, c'est la base, pour que le patient comprenne, donc il va être en contrôle de sa condition, et aussi éduquer quoi surveiller. C'est ça qui nous permet de ne pas être trop interventionniste quand on est en soins, du moins musculo-squelettique en physio. Puis, j'ai aimé aussi, puisqu'on a un radiologue devant, il faut, je pense, parfois forcer ou stimuler la communication. Moi, je me suis invitée à jaser avec les radiologues chez nous pour parler de radiologie d'intervention en contexte de capsulite. Ça a été une rencontre tellement riche. Parce que les radiologues, on leur réfère, ils ne voient pas le patient après, ils ne le voient pas avant, ils ne voient pas l'évolution, ils répondent à des requêtes de médecins. Nous, les physios, après, on revoit les patients, puis tout ce beau monde-là ne se parle pas. Fait que je pense qu'il faut forcer la discussion pour avoir plus de pertinence dans nos corridors. Merci infiniment ce matin pour le panel. Merci, Madame.
Malheureusement, je vais devoir accélérer compte tenu, on voudrait faire une conclusion. Merci à tout le monde qui avait participé, écouté et voté. Je vais inviter M. Foisy à nous faire une conclusion, le directeur général de l'Institut de la pertinence, sur ce qu'on a entendu ce matin. Oui, alors, premièrement, merci du privilège qui nous est fait de pouvoir parler de pertinence. Je suis content, j'ai entendu plus le mot pertinence ici que dans les derniers 3 ans. Et je désire saluer la qualité des réflexions qui ont été présentées par nos panélistes. L'importance du travail de choisir avec soin qui est mené par Dr. Whitmire, c'est essentiel. Je vous l'ai dit, je suis intimement convaincu que la pérennité du système passe par la pertinence. Je ne peux pas être plus convaincu que ça. Alors, merci de prendre le bâton du pèlerin. Volonté aussi très manifeste de Dr. Lepanto, Dr. Thériault, pour faire avancer les choses à leur niveau à eux. Quand on parle d'enseignement, Nathalie El-Aouli, quand l'importance de bien intégrer la pertinence dans la formation des professionnels. J'ai eu plusieurs discussions avec Alain Vadeboncoeur sur ça. Ça part de là. Si on fait bien ça à partir des cursus, à partir de l'enseignement, on va avoir des médecins qui vont être plus à l'aise dans la discussion. Il ne faut jamais oublier qu'il y a une grande responsabilité qu'on donne aux médecins, hein, c'est eux qui prescrivent souvent. Et puis les IPS, maintenant, il faut, dans leur formation, amener les gens à penser que de la pertinence, c'est bon. Puis de la discussion avec un patient, c'est bon. Puis que des fois, il faut être capable de dire à un patient, bien, même si tu me demandes de te prescrire quelque chose, il ne faut pas que je te le prescrive. Ça ne donne rien. Aussi, les propos de Dr. Whitmire m'avaient inspiré dans le contexte d'un manque d'accessibilité. On parle d'un manque d'accessibilité. S'il y a de la pertinence, on peut dégager de la capacité. Quand je parle de pérennité du système de soins, là, je ne vous apprends rien, là, on ne va pas rajeunir dans les prochains 15 ans. Bien, personne ici, mais la société en général va continuer avec un taux de vieillissement plus important. Alors, on a de plus en plus besoin de soins dégagés avec de la pertinence des plages, du temps médecin. C'est du temps qui est essentiel pour mesurer notre système de santé. Il faut avoir du temps pour être capable d'offrir des services. Quand on fait les bonnes choses, quand on va vers l'élimination de tests ou d'éléments non pertinents, bien, on donne la chance à des gens d'être moins sur une liste d'attente. On donne des chances à des médecins de pouvoir voir plus de patients avec des pathologies qui en ont plus besoin. Dr. Lepanto, vous mentionniez que ça prend des outils technologiques comme un prescripteur électronique. C'est pas drôle qu'on soit obligé de dire ça encore. Ça devrait être fait. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens comme nous dit qui y travaillent, puis qui y travaillent fort pour que ça arrive, parce que c'est jamais très rapide, mais on va y arriver. Le prescripteur électronique, c'est essentiel qu'il soit bien fait, qu'il soit bien déployé. Travailler à les développer puis à les implanter ensemble. Nous, à l'IPAM est né d'un protocole d'entente entre la FMSQ puis le gouvernement du Québec. Et la première chose qu'on a fait, c'est d'inviter un observateur de la FMOQ, parce que quand on dit implanter, faire ensemble, il faut discuter aussi avec les gens de la première ligne. C'est eux qui sont des générateurs de prescription de beaucoup de services. Quand tu inclus ces gens-là, quand tu développes, quand tu implantes des systèmes, ça fait toute la différence, et vraiment toute la différence. Puis ça prend une volonté d'agir. Puis la volonté d'agir, c'est aussi... Moi, j'ai toujours été un peu détestable dans ma vie, puis je l'assume. La seule personne à qui je dis oui tout le temps, c'est mes enfants. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais dans la vie, je suis assez confrontant. Mais il faut être capable, puis je l'ai entendu, Dr. Thériault, confronter la pratique actuelle aux meilleures pratiques. On l'a entendu au niveau de l'étude, au niveau des universités issues de guides cliniques, s'assurer d'avoir des...
On a plein de plateformes où il y a toutes sortes d'affaires qui circulent. Alors, d'avoir des plateformes qui sont intéressantes, qui vont nous permettre d'avoir des guides cliniques facilement accessibles aux médecins aussi. Il faut leur permettre de ne pas être obligé de faire 32 détours, 12 mots de passe pour être capable d'avoir accès à des guides. Je retiens aussi que Dr. Thériault nous disait que c'est un grand défi encore à tous les niveaux. Donc, que ce soit les équipes de soins, dans les établissements, les milieux d'enseignement, il faut faire face aux pénuries en plus, puis à différentes priorités, mais en même temps, on fait face aux pénuries et aux priorités. Je sais que je ne vais pas dépasser, mais ce n'est pas grave. On a attendu, on dépasse un peu. Il faut aussi qu'il a été souligné par tous nos panélistes qu'on a une responsabilité populationnelle. À travers vos propos, là, on a une grande responsabilité populationnelle et on doit vraiment développer le réflexe de sensibiliser les patients, le public, les médias. C'est du bonbon, j'entends qu'il va y avoir une formation pour les médias. Ben oui, hein, parce que ça serait intéressant aussi que les gens, avant de publier n'importe quoi, je ne dis pas que c'est toujours n'importe quoi, mais des fois c'est n'importe quoi, que les gens aient un autre son de cloche de l'importance qu'ils ont quand ils mettent quelque chose dans un média. On doit aussi agir pour éliminer le gaspillage. Ben oui, ça c'est une responsabilité que tout le monde dans la salle a. Moins de gaspillage, puis un meilleur accès. Bien, moins de gaspillage, ça amène un meilleur accès. Et Mme El Aouli a soulevé que la clé, c'est de parler de l'enjeu de la pertinence pendant tout le parcours, du début jusqu'à la fin. C'est un des mandats qu'on a qu'on donne à Alain Vadeboncoeur chez nous, c'est de parler avec les universités pour essayer d'aider à ce qu'on en parle dans tout le parcours, pour que les étudiants voient ça comme une compétence essentielle, pas quelque chose de plus qui nous tente pas, une compétence essentielle à acquérir, puis être capable, on a parlé d'esprit critique, mais d'être capable de le développer, l'esprit critique, puis d'avoir des bases de discussion avec que ce soit les patients, les patrons. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce qu'on confronte un patron? Moi, j'ai confronté toute ma vie à peu près tout le monde qui était au-dessus de moi. Puis quand on le fait comme il faut, en général, on a des bons résultats. Puis si on le fait comme il faut, puis que les gens ne le prennent pas, c'est plate pour eux. Parce que ça fait partie de la vie. Puis on apprend avec la confrontation des idées. Je dis juste qu'il y a toujours une façon de le faire. Puis la façon de le faire, souvent, ça fait toute la différence. Donc, la pertinence, c'est au cœur de toutes les réflexions, pour la première ligne, bien sûr, mais pour l'ensemble du système de santé. J'ai regardé tantôt, vous savez qu'autour, il y a tous des gens qui travaillent dans le système, là. 100% parlaient d'améliorer la trajectoire de soins. C'est grave, en 2023, qu'on dise que 100%, au moins ça dit qu'il y a de la travail encore pour les prochaines années. Un levier essentiel, la pertinence, pour améliorer, pérenniser le système. Je l'ai fait 3 fois, 4 fois, je dis pérenniser, je vous le dis. Ça va faire toute la différence. Ce n'est pas, évidemment, juste la responsabilité d'une petite équipe d'experts à l'Institut de la pertinence des actes médicaux avec les FED, mais c'est tout le monde. Tout le monde qui pratique, enseigne, gère le réseau, puis même ceux qui utilisent les services. Je terminerai encore un super merci, un grand merci à nos panélistes pour leur contribution. Vous avez des gens de différents horizons qui, vous avez vu rapidement, là, quand on fait des discussions comme il faut, on tombe vite sur des troncs communs. Quand on tombe vite sur des troncs communs, bien, si tout le monde fait ça, on va tomber vite sur les bonnes solutions. Ça a été éclairant. Merci à l'animateur, aux organisateurs qui nous donnent la chance d'avoir quelque chose de si bien organisé comme congrès, puis de nous avoir permis d'organiser ce panel-là. Alors, je vous souhaite une excellente journée de réflexion, puis je vous invite à, s'il vous plaît, garder en tête, penser pertinence, parler pertinence. De toute façon, on est juste gagnant quand on le fait. Merci infiniment. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci. Oh my God. Bravo. Ça me faisait mal. Merci.